Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Alors le premier des aventuriers entrepreneurs, si vous le connaissez pas, demandez à vos enfants parce que 30% des 18-30 ans utilisent ces services. C'est Lydia, c'est du service bancaire sur le mobile. Vous allez voir, Cyril Chiche est notre premier invité. Ben oui, Cyril Chiche, donc avec nous. Je crois que je t'avais vu au tout début, hein, Cyril, au tout début de Lydia. Cyril, exactement. Vraiment tout début. Vraiment au tout début. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui, les gars, sur leur smartphone, qui vont payer ensemble la consommation du café. Au départ, c'était ça que tu vendais. Ouais, c'est ça. Ils vont payer ensemble. C'était même pas encore les échanges. Si je suis sûr, c'était pas encore un gars paye tout et puis ensuite chacun se profile, on se partage, etc. et tout. Non, c'était... Bon voilà, mais tu avais un moteur interne qui te disait c'est là. Alors, la super application, qu'est-ce que tu appelles super application, Cyril? Alors, les super applications ou super apps, c'est ces apps qu'on voit émerger notamment en Asie, beaucoup aux États-Unis, qui ont au départ un produit central très fort, très utilisé et qui vont ensuite construire autour de ce produit-là un certain nombre de services qui sont des produits internes ou des partenariats et qui les fournissent à des grandes quantités d'utilisateurs. Et ça, c'est typiquement les exemples de WeChat Pay en Chine, avec une application qui, au cœur, c'est du paiement, mais autour, il y a tous les services financiers du quotidien. Et donc, toi, pour moi, c'est le chiffre le plus impressionnant, là, de Lydia, la fintech de tous les records, au-delà de l'ensemble de l'argent que tu as levé. Donc là, tu annonces une nouvelle levée de fonds, c'est ça, hein, Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Rajouté à notre tour qui avait été annoncé de 40 millions en janvier, 72 millions. Donc finalement, ça fait une série B de 112 millions, ce qui est le plus gros tour jamais fait en France par une fintech. Donc voilà. C'est une belle manière de finir l'année, quoi. La fintech française la mieux financée. Moi, ce qui m'impressionne, c'est 30% des 18-30 ans. Oui, oui. 30% des 18-30 ans utilisent Lydia, donc ça veut dire s'échangent de l'argent entre eux à travers ton application. Et ça, et de plus en plus, finalement, font tous leurs paiements du quotidien. Pas simplement s'échangent de l'argent entre eux. Payent dans les commerces, payent en ligne, payent sans contact, organisent leur argent. Ça veut dire que, je veux comprendre, ces gamins-là sont rentrés à un moment dans un magasin, ont pris leur portable, ont dit au commerçant, je peux vous payer avec Lydia. Le commerçant a dit non, alors je ressors. Comment ça se passe ? Non, c'est pas ça qui se passe. En fait, on fournit tout un tas de services, dont le paiement sans contact mobile, avec des cartes Lydia dans du Apple Pay, dans du Google Pay, dans du Samsung Pay. Et c'est ça dont on parle. D'accord. Mais il faut quand même que le commerçant il soit équipé de l'ensemble de ces trucs-là. C'est pas encore le truc que je peux poser sur le terminal de carte bleue. C'est exactement ça. Tu le poses sur le terminal de carte bleue et le commerçant a vraiment rien à faire à part accepter la carte bancaire. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Mais ce qui est assez dingue, c'est que ces usages-là, qui dans les banques représentent des parts vraiment microscopiques des usages, on dit qu'aujourd'hui, c'est à peu près 1% des paiements sans contact sont faits avec le mobile. Ouais. Chez Lydia, c'est la moitié de tous les paiements par carte. Et donc, ça dit aussi de la nature des usages et les gens les 4 millions et quelques d'utilisateurs qu'on a maintenant chez Lydia, ça a encore grossi d'1,5 million de nouveaux utilisateurs cette année. Mais oui, c'est ça. Ce sont des gens qui viennent pour payer avec leur mobile. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça la transformation. Mais alors je vous appelais ça l'attraction, hein, dans le média. C'est exponentiel. C'est-à-dire, ce qui est très marrant, c'est vous préparez une interview de Cyril Chiche et vous prenez des articles qui ont été écrits il y a 6 mois, il y a 1 an, et vous voyez qu'il vient de franchir le cap des 3 millions d'utilisateurs. 3 millions et demi, 4 millions. Là, tu as franchi le cap des 4 millions d'utilisateurs. En octobre, voilà. Absolument. En octobre. Et donc, mais c'est viral, sans marketing. Oui, absolument. C'est du pur effet de réseau. C'est du pur effet de réseau. Bon, l'une de mes obsessions. Pourquoi est-ce qu'une banque est incapable de faire ça, Cyril ? Alors, je ne crois pas qu'ils sont incapables de faire ça, mais je crois que c'est infiniment plus difficile pour eux. Pour 3 raisons. D'abord, ils ont tout un tas de métiers. Et nous, on a beaucoup moins de métiers. Et faisant tout un tas de métiers, ils ont des forces contraires qui viennent les rendre beaucoup moins agiles. Ça, c'est 1. 2, ils ont un passif technologique, un passif organisationnel, qui fait que quand nous, qui avons 7 ans aujourd'hui, on a été lancé en 2013, en 2018, on dit, bon, on commence à avoir un petit peu d'ancienneté, on va faire un programme pour réécrire complètement Lydia, changer les infrastructures informatiques pour ne pas avoir de dette technique. Dans les banques, on a des systèmes d'information qui ont 40 ans. Et donc, tu as fait ça, toi, en 2018 ? Et on vient de le terminer maintenant.
Et donc ça, c'est évidemment des choses qui pèsent après, parce que quand il s'agit d'être hyper agile, d'être très innovant, quand on a des systèmes qui ont 40 ans, ça marche pas bien. Et enfin, il faut dire aussi que elles sont dans une position, ces grandes banques-là, où ça tourne et ça gagne quand même beaucoup d'argent. Donc il n'y a pas non plus une incentive vraiment très 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 forte à changer. Si nous, on fait pas des choses incroyables, on n'existe pas. Alors qu'elles, si elles font rien du tout d'incroyable, elles existent quand même. Non. Et elles non, Cyril, non. Pour l'instant. Tu le sais très bien. Pour l'instant, ça continue. En tout cas, ils réfléchissent. Je peux te dire que ça n'empêche pas d'y réfléchir. Je connais les patrons de banque, ils réfléchissent pas comme ça. Ils réfléchissent pas sur ça tourne, on gagne plein de pognon. Ils réfléchissent sur il y a des voies d'eau partout, c'est en train de se barrer de partout, et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de boucher à quelques endroits les voies d'eau qui sont en train de nous vider. Il y a ça aussi, mais ce qu'on voit en tant qu'utilisateur de la banque, c'est que tu vois, ton compte, mon compte, ça s'appelle encore un compte chèque, quoi. Ouais. Un compte chèque. Ah non, mais c'est fou. Voilà, et ça dit du reste. Hein. Mais c'est fou. Ça dit du reste. Et que tu peux pas encore. Mais en même temps, c'est le faisceau de contraintes, de réglementation dans lequel elles sont, qui font par exemple que tu peux pas encore prendre en photo un chèque et envoyer la photo à ta banque et encaisser le chèque. Voilà, ce qui est possible par exemple aux États-Unis. Absolument. T'es contre les banques ou avec les banques, toi? T'es un allié ou un adversaire? Alors, on n'est ni l'un ni l'autre. On est dans le même écosystème. On est, on va dire, un collègue des banques. Et on travaille très bien avec les banques, on a beaucoup de partenariats avec les banques, des partenariats techniques, mais aussi des partenariats commerciaux. Mais aussi, sur certains sujets, on est concurrents, clairement. Et donc, finalement, on est comme les banques entre elles, quoi. Ce sujet des paiements, aujourd'hui, il est en train de devenir central. On a suivi plus ou moins, vous avez sans doute suivi, on en a parlé ici, Ant Financial, donc la grande filiale de paiement d'Alibaba, dont l'introduction en bourse devait être la plus importante de l'année, finalement stoppée par le Parti communiste chinois dans des éléments qui restent assez obscurs quand même d'ailleurs. Hein. On se demande si c'est pour taper sur Jack Ma et sur Alibaba, ou c'est parce que en fait le bilan d'Ant Financial porte des risques que le Parti communiste chinois n'avait pas envie de voir. Je laisse ça de côté. Toi, en quoi est-ce que tu vas aujourd'hui aller plus loin et investir de plus en plus ce système des paiements, au moment où, par exemple, je crois que c'est 17 grandes banques européennes qui sont en train de se mettre ensemble pour aller vers une norme commune, un système de paiement commun. Comment est-ce que tu te faufiles là-dedans? Alors, il faut savoir que nous, on utilise les rails de paiement qui existent. On n'a pas fabriqué des nouveaux rails de paiement. Donc, quels que soient les nouveaux rails... Oui, sauf que tu prends un peu de valeur à un endroit, forcément. Absolument. Mais s'ils sont plus performants, c'est une bonne nouvelle pour nous. D'accord. Nous, notre travail, il est finalement non pas sur les rails, non pas sur la tuyauterie, comme on dirait, mais plutôt sur la partie interface. Et comment on rend l'expérience extrêmement fluide, extrêmement sécurisée et 100% mobile. C'est ça notre travail, c'est ça qui a toujours fait la force de Lydia. On est concentré seulement sur cette partie-là. Et du coup, on arrive à créer des expériences de paiement qui n'existent pas ailleurs, même si on utilise les mêmes tuyaux que tout le monde. Et c'est cette innovation permanente au service exclusif de l'usage qui fait la force de Lydia. PayPal de la nouvelle génération mobile, hein, j'ai lu ça, c'est une de tes ambitions. Il y a un jeune, alors il est plus jeune que toi, start-upper dans l'assurance qui est venu me voir et qui m'a dit, alors il ne le dit pas comme ça parce qu'il a besoin encore sans doute des assureurs, il dit tu sais, tu vas avoir d'un côté la relation client, et ça c'est nous, on sait faire, on est moderne, etc. Et puis de l'autre côté, de la gestion de capitaux finalement, de la gestion de capitaux et de la gestion de risques, voilà, qui sont des métiers que ça on fera pas, lui il est assureur, là. Tu vois les choses comme ça aussi, c'est-à-dire toute la partie commerciale, contact client des banques. Est-ce qu'elle existera encore dans 10 ans ou est-ce qu'elle sera complètement captée par des entreprises comme la tienne? Je ne pense pas qu'elle va disparaître. Mais je pense que c'est, si tu disais, il y a une partie de la valeur que vous prenez quand même, c'est précisément là qu'on agit. Ouais. Donc, oui, aujourd'hui, ce sur quoi on travaille, c'est cette couche-là, cette couche d'expérience et de relations clients. Et ce sur quoi on est en partenariat avec les banques, c'est pour nous fournir des outils, des tuyaux, des produits. Les capitaux, la réassurance, la compliance, tout ça. Et donc finalement, ça reste tout ce de la qui finance. est le bilan, quoi. Voilà. Exactement. Et sur le bilan, tu peux pas te battre contre les banques. Non. Mais sur l'expérience client, alors là, franchement, il y a une vraie opportunité. Et je crois que les 4,3,4 millions d'utilisateurs de Lydia sont tous bancarisés. Et donc, oui, c'est ça, ils sont tous bancarisés. Voilà. Absolument. Ça ne les empêche pas d'utiliser Lydia au quotidien pour toutes leurs dépenses. Donc, échange d'argent, etc., système de paiement et tout, du crédit,
du crédit, de l'assurance. Du crédit, donc avec alors l'ancienne Prêt d'Union que j'ai vu grandir comme toi aussi, qui s'appelle United maintenant. Absolument. Voilà, c'est ça. Et aussi avec l'ancienne banque Casino qui s'appelle maintenant Floa. Tout le monde a un nouveau. Et donc c'est du crédit à la consommation, que du crédit à la consommation. Oui, absolument, que du crédit à la consommation. Avec des montants limités ou alors jusqu'à 3 000 euros et avec un horizon de remboursement maximum de 36 mois. Mais on commence. Voilà, c'est ça. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Mais ton idée, c'est qu'un jour j'achète une voiture avec Lydia. Pourquoi pas? Et un appartement avec Lydia. Un peu plus dans un peu plus longtemps. Dans un peu plus longtemps. Mais aujourd'hui, pour être tout à fait clair, on est concentré sur le quotidien. Ouais. Donc le quotidien, c'est pas d'acheter une voiture ou un appartement. Non. Mais voilà, quand on a commencé, on était concentré sur les échanges d'argent entre particuliers. Ouais. Et aujourd'hui, on est en train de parler de beaucoup plus que ça. Donc quand je te dis, tu prends un peu de valeur, qui paye dans ton histoire? Alors, on a plusieurs sources de revenus, et donc suivant les sources de revenus, c'est différents contributeurs qui payent. On a des revenus qui proviennent des transactions. Et là, c'est les marchands qui payent, qu'ils soient équipés de Lydia ou juste parce qu'ils acceptent les paiements avec la carte Lydia. Et là, comme tout émetteur de carte, on reçoit une partie de la transaction, l'interchange. Ça, c'est une première partie. Une autre partie, c'est des abonnements. Et là, clairement, pour pouvoir utiliser Lydia de manière très intensive ou avec des services premium, Lydia Bleu, Lydia Noir. Et là, c'est l'utilisateur qui paye. Et enfin, on a une troisième source de revenus qui sont des services qu'on distribue via la section qui s'appelle Le Marché, une marketplace, dans l'application. Et là, des services d'assurance, des services de crédit, des services même d'abonnement à des opérateurs d'électricité verte. Et là, clairement, celui qui paye, c'est le fournisseur du service qui nous verse un revenu de distribution. T'es quasiment une marketplace de services alors à ce moment-là. Absolument. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. On a des services de paiement qui sont au cœur de Lydia, c'est ça les fameux super apps. Au cœur, un service, donc compte courant paiement, fort, avec beaucoup d'engagement et beaucoup de récurrence, et autour des services périphériques qui sont distribués à cette même population d'utilisateurs avec la même interface. T'es 18-30 ans, on dit beaucoup que c'est une génération de la gratuité. Il y a des 18-30 ans qui sont abonnés à Lydia, c'est-à-dire qui acceptent de payer un peu pour avoir une expérience plus fluide, plus intense. Chez Lydia, on a une règle, c'est que en dessous de 25 ans, c'est gratuit. Mais au-dessus de 25 ans, et donc la question, on a évidemment une grande partie de gens qui au-dessus de 25 ans sont OK de payer, mais ce qui est intéressant, c'est quand j'ai utilisé Lydia gratuitement avant d'avoir 25 ans, qu'est-ce qui se passe quand j'ai 25 ans? Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que plus de 50% payent. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. C'est une taux dynamique, de conversion de dingue. Une dynamique qui est vraiment très forte. Parce qu'en fait, on peut plus retourner en arrière. Une fois que je t'ai envoyé de l'argent avec Lydia, que je t'ai fait un Lydia, je vais pas, parce que j'ai 25 ans, faire un virement bancaire et te demander ton IBAN. Enfin, ça y est, c'est saugrenu, quoi. C'est plus possible. Et donc c'est aussi une question d'éducation. Et donc on a investi dans l'éducation. Cyril Chiche, donc le cofondateur de Lydia, notre premier invité sur Sud Radio. On parle du travail et du bureau de demain dans un instant. 19h30, 20h. Marie Vaillant est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour. Fondatrice de... Comment vous prononcez? Yemania, ça se prononce à la... Perdu, presque. Yemanja. Yemanja. En français. Yemania, ce serait... Brésilien. Non, ou serbo-croate. Voilà. D'accord. Ex-Yougoslave. Donc, je dis nouveau bureau pour nouveau travail. Oui. Il faut qu'on aille assez vite. Donc, cabinet d'architecte, Marie, fondé en 2016, c'est ça? Tout à fait. 120 clients, il y a des jolies boîtes d'ailleurs qu'on connaît bien. Hein. Oui. Miro dans la photo, Ubisoft, Media One dans la télé, enfin voilà, etc. C'est quoi le nouveau bureau pour le nouveau travail? On parle donc post-crise sanitaire de 2020. Globalement, c'est ça. Hein. Okay. Moi, j'ai lu un truc dans ce que vous dites, dans ce que vous écrivez. On vient au bureau pour échanger, on reste chez soi pour se concentrer. Oui, en fait, la crise sanitaire de 2020, elle a accéléré quelque chose qui était déjà en place, à savoir le télétravail. Des patrons, peut-être un peu à l'ancienne, qui n'étaient pas forcément convaincus par le télétravail, se sont rendus compte que ça marchait et même que c'était super efficace. Donc, on est full télétravail. Et le confinement a permis ça. Mais maintenant, du coup, le rôle du bureau se repose complètement. Et selon les boîtes, on peut avoir soit des entreprises qui ont absolument besoin que les gens reviennent au bureau parce que c'est trop important pour la créativité, pour les interactions, soit qui ont besoin de organiser le bureau pour qu'il soit très cosy, très accueillant. Et donc
le nouveau bureau, il va être celui qui sert le nouvel mode d'organisation de l'entreprise. Cosy, accueillant, ok, on voit, alors là j'ai pas pu extraire les photos, mais c'est des canapés partout, c'est des fauteuils chouettes, etc. et tout, mais globalement c'est ça, si on dit c'est très important que vous reveniez au bureau pour les interactions, ben, il faut qu'il y ait des lieux pour faciliter ces interactions, voilà ce que tu dis. Hein. En fait, chez soi on est super bien pour travailler, bon. Pas tout le monde, non, mais on peut être super bien. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas croiser ses collègues à la machine à café. Et donc, le bureau, ça va être le lieu où la culture de l'entreprise vit. En fait, tous nos clients, c'est des gens qui pensent que la culture d'entreprise, c'est un pilier de leur développement. Et nous, dans les bureaux, on fait un berceau de cette culture. Donc, dans le bureau, vous pouvez raconter des histoires, délivrer des messages, rappeler le sens du travail que vous êtes en train de faire. Mais tu sais, cette phrase, Marie, c'est l'échec de tous les architectes qui t'ont précédé. Non, mais cette histoire de machine à café, oui. C'est ahurissant qu'en fait le seul lieu où il puisse y avoir des échanges un peu libérés dans une entreprise, ce soit la machine à café. Il faut sortir de ça en fait, c'est ça le truc. Ou la pause clope. Parce que oui, l'aménagement de bureau... Moi qui fume pas, je descendais dehors pour discuter avec les gens parce que c'était le moment de liberté en fait. Bien sûr, mais l'aménagement de bureau, ça a été créé à la base par des agents immobiliers et des entrepreneurs en bâtiment. Donc ils ont pensé financement et technique. Donc ça marche et c'est rationalisé. Nous, on arrive avec une approche complètement humaine. En fait, le retour sur investissement quand on aménage des bureaux, il est humain. Le bureau, il marche pas parce que le Wi-Fi est bien ou que les postes de travail sont confortables. Il va marcher bien parce que les humains vont s'y sentir bien. Vont avoir envie de venir y bosser, de donner le meilleur d'eux-mêmes, vont trouver des nouvelles idées, des nouvelles solutions. Et le bureau peut faire ça. Catalyser la culture. Et alors, peut faire ça, est-ce que derrière, quand... Enfin, il y a une histoire de coût. Est-ce que derrière, ça coûte plus cher d'écouter une architecte comme toi, plutôt que de faire... Non, nous on vient de l'univers des startups, déjà à la base. Donc, tous nos premiers clients, c'est les startups. Donc, ils savent le prix d'€1. Même quand on s'appelle Dataiku, Miro, qu'on avait beaucoup d'argent, on se souvient la valeur des choses. Et un aménagement de bureau, c'est toujours un gros investissement, donc on regarde ça de près. Donc nous, on peut faire quelque chose de très luxe, très design, très personnalisé, c'est ça qui coûte cher en réalité, mais on peut faire aussi des choses efficaces qui ont du sens. C'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent pour faire un berceau de culture dans ce bureau. Avec qui est-ce qu'on discute dans l'organisation, dans l'entreprise, quand il s'agit de faire le bureau ? Nous, on aime beaucoup parler aux ressources humaines. Ça dépend des tailles d'entreprise. Alors que normalement, c'est aux services généraux qu'on parle. Oui. Ça aussi, c'est quand même... voilà. Oui. Et parfois, dans des boîtes encore plus structurées, la direction immobilière. Et avant de parler humain, il faut passer quelques étapes. C'est ça qui va changer ? En tout cas, nous, ce qu'on aime, c'est vraiment le plus rapidement possible aller parler aux équipes. C'est-à-dire quand nos concurrents vont poser la question de la catégorie du câblage ou des normes feu des sols qu'on va installer, nous, on va plutôt demander qu'est-ce qu'a fait votre équipe le matin, où est-ce qu'ils aiment se rencontrer, quel type de réunion ils font. Donc oui, nous, on va essayer de passer de la direction immobilière à la direction des ressources humaines. Mais le plus important pour nous, ça va être aussi le boss, le fondateur, le patron, parce que les bureaux vont refléter l'identité de l'entreprise et l'identité de l'entreprise, elle tient beaucoup à l'identité du patron. Mais là, comme tu le dis, le start-upper, il s'intéressait à ça. Là maintenant, je pense, et on a commencé avec ça, le directeur général, manager de la grande boîte, il n'aura plus le choix. S'il veut garder ses talents. C'est pour ça que nous, on est triste bien sûr de cette crise de 2020, mais c'est assez fascinant pour nous parce que effectivement, maintenant toutes les entreprises vont se poser la question de attends, mes bureaux, j'en fais quoi et qu'est-ce qu'on y raconte et à quoi ça sert de venir au bureau. Et c'est vrai que nous, ça fait longtemps qu'on fait ça, et là, on a l'impression que oui, ça va commencer à intéresser de plus en plus de monde. Marie Vaillant, la fondatrice de Yemanja, était notre invitée sur Sud Radio. Les amis, en ce qui me concerne, demain Aurélie Planex. En ce qui me concerne, on marque une pause et on se retrouve le 4 janvier. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.